Cette enregistrer. conférence va maintenant. Donc, je suis ravie de tous vous retrouver pour cette 4e édition des matinées conférences. On a encore une chance énorme et j'espère que ça va perdurer, c'est de pouvoir compter sur l'enthousiasme de certains profs qui ont des choses à raconter et une expertise. Donc avec Paul Ancry ce matin, Evelyne Soyer et Yannick Mullier. Une fois n'est pas coutume, là cette fois on a accueilli avant c'était uniquement des profs du CESO. Ensuite on a ouvert les auditeurs à l'extérieur et on a réitéré l'expérience puisqu'il y avait beaucoup de demandes. Et là cette fois du coup on accueille aussi un intervenant extérieur au CESO même s'il n'est pas complètement étranger à cette école. Je laisserai les intervenants se présenter au début de chacune de leurs interventions, mais je trouve que on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des sujets encore très très variés. Vous allez voir que c'est des interventions qui sont très riches et en tout cas avec des sujets qui n'ont pas forcément à voir les uns avec les autres, mais au moins on profite de leurs compétences riches et certaines. Je vous rappelle que vous avez un chat sur le côté, donc à la fin de chaque intervention, il y aura une petite partie questions-réponses, donc vous pouvez poser vos questions que je transférerai à l'intervenant à la fin de l'intervention, à la fin de la présentation. N'oubliez pas de fermer vos micros pour le confort des intervenants et puis pour que tout le monde entende bien et qu'il n'y ait pas de bruit de fond désagréable. Et si ce n'est pas le cas, je me permettrai de fermer vos micros. Voilà, si jamais il y a des questions ou des difficultés techniques, n'hésitez pas aussi sur le chat, je me tiens à votre disposition. Voilà, normalement, donc Paul Ancry commence, il est avec nous. Oui, salut Agathe. Vous Bonjour m'entendez? Paul, on t'entend bien. Ok. Super. Ok, bon, bah, c'est parti alors. Déjà, merci Agathe pour cette proposition et merci de me donner l'occasion de faire cette présentation. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble d'approche intuitive en ostéopathie. J'ai modifié. Ah oui, la webcam. Partager ma webcam. Pour me présenter. C'est ça? Ok. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, on va parler des approches intuitives en ostéopathie. Et donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est plus des réflexions que j'ai menées par rapport à une expérience, une étude de cas, un patient que j'ai vu à l'hôpital. C'est volontairement un cas un petit peu extrême parce que voilà, je pense que c'est intéressant. Ça se décale par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de voir en cabinet. Ok. Et ici. Si je pense. Ok. Tac. Donc mes conflits d'intérêts, donc je suis ostéopathe depuis une dizaine d'années, je suis enseignant au CESO, je suis tuteur en clinique aussi pour le CESO et je m'occupe des relations avec les partenaires hospitaliers. Et donc dans ce cadre-là, j'interviens dans plusieurs centres, à l'hôpital d'Argenteuil, à la clinique Vauban et essentiellement à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Je suis aussi formateur pour Balance Zone. Balance Zone, c'est une école qui forme des gens qui veulent devenir profs de yoga. Et du coup, j'interviens là-bas et je leur fais des cours d'anatomie et de physiologie et on essaye de voir ensemble comment on peut faire des liens entre l'anatomie, la physiologie et la pratique du yoga. Et je suis également formateur pour BMS Formation, donc qui fait des formations pour des professionnels ostéopathes. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer de réactualiser les modèles et de voir comment on peut regarder notre pratique d'ostéopathe avec des modèles scientifiques à jour, actuels. Voilà.
Donc, comme je vous disais, l'idée, c'est de partir d'un cas, donc d'une expérience que j'ai eue à l'hôpital. Et donc, le contexte, donc c'est ce partenariat entre le CESO et l'hôpital de La Fontaine, auquel donc je vais à l'hôpital de La Fontaine toutes les semaines depuis maintenant plusieurs années. Ce qui fait que je suis un peu identifié là-bas comme l'ostéopathe. Et donc un jour, il y a des kinésithérapeutes qui sont venus me voir et qui m'ont demandé d'aller voir un patient. Voilà, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de cette expérience. Et donc, l'idée de la présentation d'aujourd'hui, bah, c'est les réflexions que ça a mené chez moi pour me dire, bah, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette prise en charge et quels sont les modèles explicatifs qui semblent être les plus cohérents avec ce qui s'est passé pendant cette consultation. Voilà. Et donc les principales conclusions, donc c'est ce dont on va parler d'aujourd'hui. Donc c'est le modèle cinéphile que je vais vous présenter tout à l'heure. C'est l'intérêt des mécanismes de l'interoception, c'est l'importance de l'attitude thérapeutique et des effets voilà, sur la conscience corporelle du patient. Et la principale limite, c'est que bah, c'est une expérience sur un patient. On va se baser donc sur de l'evidence informed practice, c'est-à-dire que on va prendre les données actuelles de la recherche, on va aussi prendre en compte les attentes du patient et l'expérience, l'expertise du praticien. Donc c'est une façon de faire de la science en utilisant en fait les données quantitatives et qualitatives pour permettre d'éclairer notre pratique d'ostéopathe. Les méthodes intuitives, donc on peut regarder déjà ce que c'est que l'intuition en médecine. Alors, j'ai pas mis toutes les définitions que j'ai trouvées pour pas surcharger le PowerPoint. L'intuition en médecine, donc c'est décrit comme ça, c'est-à-dire que c'est une méthode de décision, de prise de décision qui est utilisée inconsciemment par les praticiens expérimentés. C'est rapide, c'est subtil et contextuel, et que ça ne suit pas une simple logique de cause à effet. Donc c'est ce qu'on verra ensuite avec le cinéphile. Voilà ce qu'on nous dit pour l'intuition en médecine. La question c'est de savoir est-ce que les ostéopathes le font aussi sans le savoir peut-être. Et donc pour ça, donc je suis parti d'un cas. Donc comme je vous disais, je suis tous les vendredis matins à l'hôpital de La Fontaine. Et donc il y a un vendredi matin où il y a des kinésithérapeutes qui viennent me voir et qui me demandent d'aller voir un patient. Donc je suis responsable des relations pour le CESO. Donc quand il y a des hospitaliers qui me demandent quelque chose, généralement je le fais. Et donc voilà les informations que j'ai dans le couloir et en allant voir ce patient. On me dit donc que c'est un homme de 47 ans qui est en réanimation depuis plusieurs semaines, qui est certainement en réanimation suite à un choc septique et qui en gros a eu toutes les complications de l'AREA, c'est-à-dire une trachéotomie, des infections, des nécroses. Voilà, on me dit qu'il est réveillé, ce qui est important. Il est en réanimation, mais il est réveillé. Il est très faible. Voilà. Et donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut être très faible en réa. Il est douloureux. Et c'est essentiellement pour ça qu'elle vient me voir. Il entend, mais il parle pas parce qu'il est vraiment fatigué. Il a le pansement de la trachéo, etc. Donc, il parle pas, mais il entend, il communique très bien. Et donc, elles me disent, bah, écoute, voilà, on n'arrive pas trop à le soulager, on voit qu'il est douloureux, est-ce que tu peux essayer de faire quelque chose, voilà, est-ce que tu veux bien venir voir ce patient? Donc, je les accompagne et j'y vais. Et là, je me suis mis à la place d'un étudiant de troisième année qui devait remplir cette fiche d'observation. Et je me suis dit, si j'avais été un étudiant de troisième année dans ce cadre-là, j'aurais été bien embêté parce que
il y a beaucoup de cases que j'aurais pas pu remplir, voilà, notamment sur la reproduction de douleur, sur les hypothèses diagnostiques, sur l'examen clinique, sur les tests effectués, sur des éléments de l'anamnèse. Voilà, tout ça, c'est des choses que j'avais pas en fait à ce moment-là. Quand je vais voir ce patient, je suis accompagné par une étudiante du CESO de 5e année, et donc qui était intéressée et qui vient avec moi pour voir ce patient. Et quand on est sorti de la consultation, elle m'a dit il va falloir que tu m'expliques. Voilà. Donc comment ça se passe? On rentre dans la pièce. C'est en réanimation, mais c'est avant le Covid. Donc moi j'étais beaucoup moins au fait de ce qui se passe en réanimation. Donc en fait on arrive, on nous donne des blouses, on se lave les mains bien comme il faut, des masques, etc. On prend toutes les précautions nécessaires. Et on arrive dans cette salle. Les kinésithérapeutes donc expliquent au patient qu'on est ostéopathe et qu'on va essayer de faire quelque chose pour le soulager. Voilà, et donc ça commence comme ça. Qu'est-ce que je fais? En fait, moi, je lui prends la main, j'ai un contact visuel avec lui. Je lui explique voilà, que je suis ostéo et que je vais essayer de le soulager. Et donc, ça se passe beaucoup en fait par du langage non verbal, par le contact visuel, par le toucher, voilà, tout simplement. Sachant qu'effectivement, donc j'ai une approche analytique qui est difficile, voire impossible. C'est-à-dire que je ne peux pas, le contexte, la situation fait que ça n'a aucun sens de demander aux patients de faire des tests actifs ou d'aller rechercher des dysfonctions ou d'aller faire des tests de reproduction de douleur. Voilà, toute cette partie-là, dans ce cas-là, dans ce contexte-là, n'a pas beaucoup de sens. Donc, je le regarde dans les yeux et puis je mets mes mains là où c'est possible, parce que donc, je passe ces détails, mais donc il y a pas mal de pansements, de tuyaux, etc. Donc il y a des parties de son corps qui ne sont pas accessibles. Et donc voilà, je commence à travailler comme ça et je lui demande de se concentrer aussi sur sa respiration. Et donc quand on sort de la consultation, on sort de cette prise en charge, il y a donc l'étudiante qui me dit il va falloir que tu m'expliques ce que tu as fait parce que j'ai rien compris en gros. Et à l'époque, je connaissais pas le modèle Cinéfine. Donc, je suis très content de vous le présenter aujourd'hui. Parce que ce modèle Cinéfine, il nous montre des modèles, c'est un modèle descriptif en fait des raisonnements cliniques qu'on peut avoir en ostéo et des raisonnements qui vont permettre une prise de décision. Et donc, si on regarde bien, on a deux parties dans ce tableau. On a une partie qui est à droite, qui est analytique, un système analytique où on va avoir dans un domaine simple euh, une façon d'agir qui est de percevoir, de catégoriser et de répondre. On a aussi un domaine compliqué où on va percevoir, analyser, répondre. Et donc ça, c'est les guidelines. Voilà. Donc là, on est dans ce domaine-là analytique. Et puis, ce qui est décrit dans la partie gauche du tableau, qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ces approches intuitives. Et donc, dans ces approches intuitives, on voit qu'on est dans un domaine complexe où le praticien va faire une hypothèse, va percevoir et va répondre. Et enfin, dans le domaine chaotique où le praticien va agir, percevoir et répondre. Dans ce domaine-là, on voit qu'il y a une proximité entre le patient et le praticien, qu'on a une importance des comportements non verbaux et que ça correspond aussi, par exemple, aux approches interoceptives. Ce qui est très intéressant avec ce modèle Cinéfine, c'est que ces deux modèles de pratique sont dans le même tableau. C'est-à-dire qu'on n'a pas
d'opposition, on n'a pas de hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas l'intuition, c'est mieux que l'analytique ou l'analytique est mieux que l'intuitif. C'est ce qui fait la force pour moi de ce modèle descriptif. Ça regroupe les deux types d'approches. Et ça décrit les actions différentes en fonction du contexte. Ça nous donne le champ des possibles en fonction de la situation clinique. Ok, donc ensuite on peut se demander quelles sont les compétences qui ont guidé ma prise en charge. Je vais essayer d'enlever ça. Si je fais ça, non. Si je fais ça, ah voilà, ça c'est mieux. Ok. Donc quelles compétences ont guidé ma prise en charge? Donc j'étais clairement là dans cette prise en charge dans une approche intuitive. Donc j'ai posé les mains, j'ai fait confiance à mes perceptions et j'ai travaillé comme ça, voilà, à travers le toucher, la respiration, le contact visuel, le langage non verbal. Il y a beaucoup, ce qu'on a vu aussi dans le modèle Cinefin, c'est cette idée de pattern recognition, c'est-à-dire la traduction, c'est reconnaissance de forme. C'est-à-dire que le cerveau du praticien, le système nerveux du praticien va reconnaître des éléments qu'il a déjà expérimentés. Donc c'est vraiment dépendant de l'expérience du praticien. On parle aussi de compétences inconscientes. C'est ce qui permet d'aller très vite en fait dans la prise de décision. C'est que justement on n'est pas dans un mode analytique, notre cerveau reconnaît des choses qu'il a déjà vues et fait des choix en fonction de l'expérience du praticien. Je me suis basé sur donc la palpation, donc les différences de densité, les attractions tissulaires. Je me suis basé aussi sur le rythme. J'étais très attentif au rythme de la respiration du patient et au changement de rythme. J'étais attentif aux mimiques et à ses réactions, voilà, des petites contractions musculaires, les mimiques au niveau du visage. Voilà, je voyais bien si quelque chose qui était agréable ou quelque chose qui était désagréable. Et j'avais en tête voilà, des représentations que j'ai apprises pendant mes études et après, donc beaucoup d'anatomie, des chaînes myofaciales, de la biomécanique, des schémas de médecine chinoise. Voilà, donc j'avais tout ça en tête. Et donc l'attitude thérapeutique qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. Donc ça, c'est un peu ce que j'ai essayé d'expliquer à l'étudiante qui m'accompagnait quand elle me dit mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Et donc clairement, je lui ai dit ça. Je lui ai dit c'est un peu difficile pour moi de t'expliquer ce que j'ai fait parce que pour moi c'est évident que je devais faire ça. Mais voilà, en gros, si j'essaie vraiment de décrire et d'analyser ma pratique et pourquoi j'ai agi comme ça, voilà ce que j'avais en tête, voilà à quoi j'étais attentif et voilà sur quoi je me suis basé. Donc là, je vous ai mis des schémas donc, voilà, d'anatomie. Donc ça, c'est tous les trucs que j'ai étudiés, que j'ai appris pendant mon cursus et pendant ces dernières années. Donc de l'anatomie, de la respiration, de la médecine chinoise. Et donc on a vu que dans ces approches intuitives, on avait une case qui nous parlait d'interoception. Donc l'interoception, c'est quoi? L'interoception, c'est en fait ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et donc comment mon organisme, mon cerveau perçoit ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et donc, on a Schleip en 2016 qui nous dit que pour chaque nerf proprioceptif, on a 7 terminaisons qui pourraient être interoceptifs. Et que c'est des récepteurs qui réagissent à un seuil bas au toucher léger. Et donc, ça va activer les fibres CT.
et que ça réagit donc à un étirement myofacial en douceur, un toucher léger, une pression constante. Voilà. Donc, ça correspond quand même beaucoup à, enfin, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait lors de cette prise en charge et à ce qu'on peut faire quand on utilise des techniques en ostéo type crânien, viscéral, myofacial. Ça, c'est le lien donc, entre interoception et insula. Donc, c'est Pavuluri en 2015 qui montre en fait le rôle de l'insula et son rôle dans les émotions avec la cognition et avec le système cognitif et le système sensorimoteur. Et donc, il nous dit que l'insula donc a un cortex interoceptif et qui réceptionne et interprète les émotions pour les informations cognitives et sensorimotrices. Et donc ça, je trouve ça très intéressant pour expliquer voilà, beaucoup de réactions qu'on peut avoir de la part des patients, beaucoup de retours qu'on peut avoir de la part des patients quand on les touche, en fait, quand on pose des mains sur eux et qu'ils expriment des ressentis, voilà, par exemple, émotionnels. On a ici, je vous ai mis ici le lien donc, entre l'interoception et la sensibilisation. Donc ça, c'est d'Alessandro et Chaitelli qui ont fait cet article donc, en 2016 et qui nous montre en fait les liens qu'on peut avoir entre les tissus et le système nerveux. Et donc, ils font l'hypothèse que l'ostéopathie peut interférer, peut influencer les états de sensibilisation à tous les niveaux en utilisant les voies interoceptives. Donc là aussi, c'est intéressant pour nous pour voir que ce type de techniques ont aussi des effets sur la sensibilisation, donc sur la douleur. Ici, je vous ai mis un slide sur le cerveau bayésien. Donc, cerveau bayésien, donc ça c'est Peters en 2017, qui nous explique en fait que le cerveau a un mode de fonctionnement prédictif. C'est-à-dire que en fonction des informations qu'on capte pendant une expérience, notre cerveau va faire une prédiction. Il va se dire, voilà ce qui devrait se passer avec toutes les informations que j'ai captées. La situation se déroule, ou bien la situation est conforme à la prédiction, auquel cas ça va renforcer la prédiction. Ah bah oui, okay, ça s'est passé comme je l'avais prévu. Ou bien ça se passe pas comme le cerveau l'avait prévu et du coup il va corriger, il va s'adapter, il va changer, ce qui va renforcer l'expérience du praticien. Parce que ça se passe pas comme on l'avait prévu, donc ça donne une autre possibilité. Ok, donc ce cerveau prédictif, il se base, comme je vous disais, sur les informations qu'on capte, donc notre façon de voir le monde. Et donc Van Elk Allman, en 2017, eux, ils ont décrit ça. Ils ont décrit qu'en fait, pour percevoir le monde, il y avait trois types de canaux différents. Donc des canaux extéroceptifs, proprioceptifs et interoceptifs. Extéroceptif, donc c'est ce qui se passe autour de moi. Proprioceptif, c'est où se trouve mon corps dans l'espace. Et interoceptif, c'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et donc, à travers ces trois canaux, notre système nerveux va recevoir ces signaux et pondérer en fait ces signaux. Et donc, c'est ce qui va nous donner en fait notre conscience corporelle, donc la conscience corporelle de soi à travers ces trois canaux. Donc, on peut se poser la question de, en fait, quand on touche à un patient et qu'on a une action sur l'interoception, est-ce que on n'est pas en fait en train de pondérer ces signaux?
ici, je vous ai mis un slide donc, sur l'attitude thérapeutique qu'on voyait tout à l'heure. Et donc ça, c'est Liem en 2017. Qui parle de processus perceptifs inconscients qui peuvent influencer la perception et le comportement pendant la palpation. Donc vraiment du côté praticien. Un sentiment particulier peut se manifester instantanément et que la fiabilité des réponses intuitives est influencée par l'état émotionnel du praticien. Et elle dit aussi l'importance de prendre conscience des indices contextuels. Donc on est vraiment là dans la même terminologie, dans la même sémantique que pour les approches intuitives. Donc on peut se poser la question là de la pleine conscience pour les praticiens, de la méditation pour les praticiens. Et donc on voit ici en 2011 Davis et Hayes qui décrivent les avantages de la pleine conscience pour les praticiens. Et donc on voit qu'on a des bénéfices d'un point de vue de l'empathie, de la compassion, de la diminution du stress et de l'anxiété. Voilà. On a aussi Jones en 2019 qui nous parle des avantages aussi de la pleine conscience et qui dit qu'on a un traitement cognitif qui est amélioré, qu'on a un certain contrôle sur les réponses du système nerveux autonome, qu'on a une plus grande résilience, qu'on a des comportements moins égocentriques et plus prosociaux. Voilà. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça a un intérêt pour des ostéopathes? Comment ça s'est passé ensuite? Ensuite, avec donc ce patient, il est resté évidemment en réanimation. Après plusieurs semaines, il est sorti de réanimation et il est resté hospitalisé. Il est allé dans un autre service. Ce qui a changé, c'est que du coup, il a ensuite, il s'est manifesté pour que on vienne le voir régulièrement pour des prises en charge ostéo. Voilà. Donc on peut se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé en fait, pourquoi il demande de l'ostéopathie régulièrement. Et ce qui nous a fait comme retour dans un premier temps, quand je dis nous, c'est pas seulement aux ostéos, c'est à toute l'équipe médicale qui s'occupe de lui. Il disait en fait ça me fait du bien, je sens mieux mon corps. Voilà. Donc on peut se poser la question en fait du changement de représentation du corps. Voilà, pour un patient comme ça qui est hospitalisé, qui est donc objet de soins médicaux, le fait de passer par le toucher, en fait, ça active des zones du cerveau qui peuvent l'aider à recontacter une partie de lui-même. Ici, je vous ai remis donc la conscience corporelle, donc pour Blank en 2012. Et donc avec extéroception, proprioception, interoception, donc c'est 3 canaux qui permettent d'avoir une conscience corporelle. Donc l'expérience, qu'est-ce qui se passe autour de moi, qu'est-ce qui se passe dans mon corps et où est mon corps dans l'espace. Et enfin, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé ensuite à ce patient de remplir un questionnaire qui est le PPMO, justement pour essayer d'évaluer ça. On s'est dit mais comment on pourrait évaluer ce ressenti? Et en fait, donc il y a des questionnaires maintenant qui existent et qui permettent de récolter des données sur le ressenti du patient. Et donc, c'est tout l'intérêt de l'Evidence Informed Practice, c'est qu'on va pouvoir collecter des données du patient et que ça aussi, c'est de la science. Donc, on va se baser sur les données du patient, sur les données du praticien et sur les données actuelles de la recherche. Et donc, on peut faire de la science même avec une approche intuitive. Donc, ça m'a paru aussi très intéressant. Je vous ai mis un exemple donc de ce questionnaire. Vous voyez les questions qui sont posées dans ce questionnaire. Est-ce que le traitement ostéopathique a aidé ma condition? Est-ce que je me suis senti un peu vaseux? Est-ce que je me suis senti fatigué, anxieux, seul,
est-ce que j'ai eu moins de douleur après le traitement? Voilà. Et donc, le take-home message, c'est que donc, dans ces approches intuitives, on peut voir l'importance des mécanismes de l'interoception, qu'il s'agit de compétences inconscientes qui sont dues à l'expérience du praticien, un cumul d'expériences cliniques, que c'est rapide, subtil et contextuel. On peut se poser la question de l'importance de l'attitude thérapeutique et donc de ces états méditatifs. Et on peut aussi se poser la question du rôle des supervisions, parce qu'il y a un article qui nous dit que une des façons de développer son intuition, ses approches intuitives, c'est en fait d'analyser et d'échanger avec d'autres professionnels, avec d'autres gens qui travaillent comme ça, qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience. Ça permet de mettre des mots sur des perceptions, sur des ressentis, et ça permet de progresser sur ces approches intuitives. Donc voilà, on peut se questionner sur le rôle des supervisions pour les ostéopathes. Et enfin, donc la prise en charge ostéopathique, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'on fait quand on prend en charge un patient? C'est qu'on va aider le patient à pondérer des signaux corporels avec, dans le meilleur des cas, une réinterprétation favorable de ces signaux. Donc, on va très certainement l'aider à développer une conscience corporelle et que ça, c'est une approche qui est vraiment centrée sur la personne et sur les attentes de la personne. Ici, je vous ai mis donc les références qui m'ont aidé à préparer cette présentation. Et enfin, les remerciements. Donc, je tiens vraiment à remercier Raphaël Zegara-Parodi qui m'a aidé à préparer cette présentation. Et merci donc pour sa confiance et pour tous les projets qui nous restent à mener ensemble. Merci aussi à Violette Bréraud de ABMS Team qui m'a aidé aussi à préparer cette présentation. Merci beaucoup à Anne-Sophie Essa pour les slides et pour les documents de la clinique qu'elle m'a permis d'utiliser. Et merci aussi à Agathe pour m'avoir permis de faire cette présentation ce matin. Et enfin, merci à vous tous pour votre attention. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup, Paul. Ouais. On va laisser le temps des questions se monter au cerveau et s'écrire sur le chat. On laisse quelques minutes. Merci beaucoup, Paul. Et juste pour ceux qui n'auraient pas vu, sur le chat, il y a eu des partages de liens vers des articles qui ont permis la construction, qui permettent de la présentation, qui permet d'aller un petit peu plus loin. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et cliquer sur les liens pour pouvoir les lire plus tard. Alors, on a une question, Paul, de Caroline. Comment l'augmentation de la conscience corporelle permet-elle de réduire la douleur? Ok, je pense que c'est deux choses différentes en fait. C'est-à-dire que bon là, je vais sortir un peu du cadre juste de cette présentation, mais c'est qu'à travers le toucher interoceptif, donc on va activer l'insula et que l'insula est en lien avec la mémoire autobiographique, avec les émotions, et donc à travers le toucher, le patient va pouvoir reconnecter avec sa propre histoire. Et donc ça, c'est ce qui va développer, je pense, sa conscience corporelle. Et donc c'est ce qu'on disait, c'est ces canaux interoceptifs qui vont être pondérés par le système nerveux du patient par rapport aux autres canaux de perception du monde, c'est-à-dire aux canaux proprioceptifs et aux canaux extéroceptifs. Par rapport à la douleur, ça c'est ce que nous dit, je vais remettre le slide, par rapport à la douleur, c'est
c'est cette hypothèse-là, en fait. C'est l'hypothèse voilà, de l'interoception et de la sensibilisation, donc d'Alessandro Etchaitelli. Donc, vous pouvez voir plus dans le détail cet article qui décrit bien. Là, je vous ai mis juste une partie d'un schéma, mais en fait, dans l'article, il y a tout le schéma du système nerveux central avec le lien avec les tissus et les interactions qu'il peut y avoir entre les deux. Et donc, eux, ils font donc cette hypothèse, en fait, qu'à travers le toucher, on peut avoir un effet sur la douleur et la sensibilisation du système nerveux. Merci. Je dois dire que je suis hyper fière parce qu'en fait, parmi les auditeurs, on en a qui rajoutent quelques références supplémentaires, donc ça agrémente de manière intelligente le débat. Et en plus, on a des questions super intéressantes. Donc, je poursuis avec la seconde question, Paul. Donc, merci pour la présentation sur la partie intuitive. On parle d'approche centrée sur le patient et sur les ressentis. Avez-vous des réflexions sur la capacité du thérapeute lui-même à déjà avoir une conscience corporelle ou un éveil nécessaire pour faire émerger ça chez le patient? Un modèle inactif de partage de sensations parle des deux, par exemple, thérapeute et patient. C'est toute la question. C'est toute la question. Et ça, je ne sais pas si vous avez s'il y a des gens dans les auditeurs qui ont des publications là-dessus. Après, mon expérience personnelle me dit que oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où moi j'ai traversé des expériences, j'étais plus à même d'accompagner les patients et les autres dans ce sens-là. Donc oui, le fait de développer sa conscience corporelle, son interoception, très certainement, ça doit aider le praticien à accompagner les patients sur cette voie-là. Donc voilà, moi, On a un... comme vous l'avez Excusez-moi, compris, Paul. je t'en prie, c'est des pratiques que j'ai depuis de nombreuses années. Donc, je fais du yoga depuis de nombreuses années. Voilà, j'ai des pratiques de analytique, de supervision, c'est-à-dire que, en fait, à chaque fois, enfin, très souvent, quand j'ai des consultations ou des prises en charge que je trouve questionnantes, c'est des choses dont je parle avec d'autres professionnels pour justement m'améliorer sur ces approches intuitives. Super, merci Paul. Je me permettais juste une petite remarque. On a un étudiant, je ne sais pas s'il est avec nous aujourd'hui, là maintenant, en D1, qui va faire son mémoire sur l'analyse de la conscience corporelle des ostéopathes et la façon dont elle évolue. Est-ce qu'elle évolue avec l'expérience? Est-ce qu'il y a des facteurs confondants, par exemple la pratique d'un sport ou une pratique méditative ou de yoga qui peut influencer cette interoception chez les ostéopathes? Voilà, donc je suis sûre que ce sera un mémoire intéressant pour alimenter le débat. On a une autre question de Clément. Comment expliquer et justifier ce modèle auprès des médecins de l'hôpital avec un langage différent de celui qu'on utilise entre ostéopathes? Très bonne question. C'est exactement la question que je me suis posée. Pour moi, c'est aussi pour ça que je suis très content d'avoir découvert en fait des modèles de neurosciences qui semblent correspondre avec notre pratique. Parce que effectivement, quand j'étais en contact avec des médecins ou des hospitaliers, je me sentais un peu limité sur la façon dont je pouvais expliquer ma pratique. Alors que là, voilà, on a des pistes de réflexion. Voilà, c'est une approche intuitive. C'est à travers le toucher, on va stimuler l'interoception, ça active certaines zones du cerveau, ça a des effets antalgiques, ça a des effets de conscience corporelle. Et puis voilà, et puis c'est une prise en charge ostéo, donc c'est-à-dire qu'on a la partie hands-on et hands-off, et donc tout ce qu'il y a en dehors aussi de la palpation, donc toute la prise en charge, l'échange, voilà, l'attitude thérapeutique, le lien qu'on peut avoir avec le patient.
Et ça, le milieu hospitalier le comprend très bien, hein. Euh, le comprend très bien. Et d'ailleurs, euh, c'est pour ça, voilà, je trouve ça un exemple intéressant parce que c'est des kinés là qui sont venus me chercher, qui sont venus chercher l'ostéopathe. Ce qui montre bien qu'on a une spécificité à travers notre toucher, et notre qualité de toucher. Ok. On a une autre question. Pendant l'intervention avec le patient, quelle prédisposition tu avais? Dans quelle prédisposition? Étais-tu concentré sur toi, sur le patient, et comment tu savais quoi faire? Comment les informations te venaient du patient? Je suis concentré sur les deux. Et donc, c'est de la division d'attention, c'est-à-dire que j'ai une partie de mon attention qui est sur moi et j'ai une partie de mon attention qui est sur le patient et tout le reste et tout ce qui se passe autour. Voilà, et donc c'est en ça que c'est des compétences inconscientes. Quand j'ai vu ça, ces termes de compétences inconscientes, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Parce que pendant que je le fais, pendant le soin, pendant la prise en charge, c'est difficile pour moi d'expliquer pourquoi je suis en train de faire ci, pourquoi je suis en train de faire ça, pourquoi j'ai enlevé ma main à ce moment-là, pourquoi j'ai bougé, pourquoi j'ai changé de zone, pourquoi j'ai respiré, pourquoi j'ai demandé. Pendant que je le fais, c'est très compliqué d'expliquer. Par contre, après la prise en charge, là, je peux me questionner et me dire en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai agi comme ça? Donc voilà, et ça aussi, je pense, le yoga, la méditation, ça aide beaucoup dans cette division, dans cette capacité de division d'attention. C'est des paramètres qu'on peut moduler en fait avec l'expérience. Sur quoi je me concentre, de quoi je fais abstraction, qu'est-ce qui parle dessus. Donc voilà, c'est de la division d'attention. Ok, super, merci beaucoup, Paul, pour tes réponses. Je crois qu'il n'y a plus de questions. En revanche, il y a deux toutes petites remarques. Il y a une remarque qui dit ça me rappelle les travaux de Damasio sur donc son livre L'erreur de Descartes sur le rôle essentiel des émotions dans la prise de décision. Et puis un petit commentaire d'Erwan pour dire que le mémoire dont j'ai parlé a l'air super.